Bienvenue au podcast de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. Je suis Annelise Prigent et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et ancien ministre et Premier ministre, entre autres. En 2017, Emmanuel Macron soulignait que le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps et que si nous ne faisons rien, nos enfants vont connaître un monde de migration, de guerre et de pénurie. Laurent Fabius, votre nom reste indissociable de la fameuse conférence pour le climat COP21, saluée en 2015 comme une prise de conscience planétaire de notre responsabilité. Cette COP21 visait à maintenir le réchauffement climatique à 1 degré Celsius et demi ou 2 degrés maximum d'ici la fin du siècle. Mais à l'allure où vont les choses, nous semblons nous diriger allègrement vers une hausse de température d'au moins 3 degrés, voire bien plus. Si l'on ne fait rien, cela risque d'être catastrophique. Laurent Fabius, bienvenue. Tout d'abord, en ces temps troublés, j'ai envie de vous demander comment faire en sorte que la coopération internationale retrouve cette ambition de collaborer, d'avancer ensemble pour lutter contre le changement climatique. Vous avez très très bien résumé à la fois ce qui s'est passé à la COP21, que j'ai eu l'honneur de présider en 2015, et ce qui se passe depuis. C'est vrai qu'à Paris, nous avons défini l'objectif. Et l'objectif, vous l'avez dit, c'est en matière de dérèglement climatique, puisque ce dérèglement climatique a lieu, ne pas aller au-delà de 1,5 degré de plus à la fin du siècle par rapport à la période de 1900. Malheureusement, là, nous sommes dans la période de l'application des engagements pris, et tout le monde a pris des engagements, et cette application n'est pas du tout à la hauteur. Alors, pourquoi ? Si nous avons réussi l'accord de Paris, c'est parce qu'il y avait eu la conjonction entre ce que j'appellerais 3 planètes. La planète scientifique. Les scientifiques à l'époque, et ils ont continué depuis, nous ont dit, voilà la situation, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qui arrivera si on ne fait pas suffisamment. Et finalement, leur description, leur prévision était si précise qu'ils ont convaincu. Donc la planète scientifique était au rendez-vous et elle est toujours au rendez-vous. Par exemple, chaque année, le GIEC, le groupe des experts internationaux, fait des projections, décrit la situation. Donc ça n'a pas bougé. La deuxième planète que nous avions mobilisée, c'est ce que j'appellerais la planète sociétale. Les entreprises, pour la première fois à Paris, de plus en plus d'entre elles étaient convaincues qu'il fallait agir. C'était vrai aussi des individus, c'était vrai des ONG, c'était vrai des syndicats, et même il y avait eu des grandes déclarations de chefs spirituels. Et je dirais que c'est toujours le cas aujourd'hui, et notamment vous avez eu les mouvements de jeunes qui sont de plus en plus sensibilisés. Mais, c'est la troisième planète qui malheureusement n'est plus autant au rendez-vous, et c'est la planète que j'appellerais politique. À Paris, tous les États du monde ont signé les objectifs. Mais dans l'application, on voit que beaucoup d'entre eux ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris. Et donc tout le problème qui est maintenant devant nous et qui est urgent, si on veut que le monde soit encore vivable, c'est d'arriver à convaincre les gouvernements, les États, de respecter les engagements qu'ils ont pris à Paris. Alors comment ça peut se faire ? Il y a la pression des populations, il y a la pression de ce qu'on appelle les pairs, PRS, c'est-à-dire les autres gouvernements, il y a la pression des votes, il y a la pression des entrepreneurs, il y a la pression des syndicats, il y a la pression du droit. Bref, il faut faire comprendre que c'est nos vies aux uns et aux autres qui sont en jeu. Exactement. Et vous parliez du droit. Dans la dynamique créée par l'accord de Paris, est-ce que vous pouvez nous dire un mot du pacte mondial pour l'environnement ? Volontiers. Au fond, l'idée est très simple. L'environnement est devenu un problème absolument majeur et qui ne respecte pas les frontières. Lorsque vous avez des émissions de gaz à effet de serre, ils ne s'arrêtent pas à la frontière. Lorsque vous avez une chute de ce qu'on appelle la biodiversité, elle est vraie dans tous les pays et pas seulement dans un pays. Donc, il faut, c'est l'idée du pacte mondial pour l'environnement, dégager des règles simples, raisonnables, qui valent à la fois pour les individus, pour les entreprises, pour les États, et qui soient ce qu'il faut faire en matière d'environnement pour que l'environnement soit sain autour de nous et que chacun ait droit à un bon environnement. Vous me direz, mais c'est surprenant, ces règles n'existent pas. Non, aujourd'hui, elles n'existent pas au plan international. Il y a des conventions sectorielles, il y en a même énormément, peut-être même trop, qui se chevauchent, parfois qui se contredisent, mais il n'existe pas un texte simple, de droit positif,
qui disent, eh bien voilà, en une vingtaine d'articles, ce que les individus, les entreprises, les États doivent respecter en matière d'environnement. Oui. Et l'idée du pacte mondial, c'est de faire cela. Au fond, ça a été fait au niveau international pour les droits économiques et sociaux il y a 60 ans, et pour les droits civiques. Et maintenant, puisque la question de l'environnement devient absolument majeure, il faut faire la même chose par un traité international pour reconnaître les droits en matière d'environnement. Oui, et il tient compte du fait que nos écosystèmes sont interdépendants. Il n'y a pas le changement climatique d'un côté, la biodiversité de l'autre. Exactement. Et que donc, il faut avoir des politiques transversales. Exactement. Vous mettez l'accent sur un point majeur. Prenons les deux exemples que vous avez cités, le climat. Bon, à partir du moment où vous avez une planète qui se réchauffe de plus en plus, vous avez malheureusement des famines, vous avez aussi des océans qui débordent, et tout ça entraîne une diminution des espèces vivantes. Si vous avez la famine, eh bien, toute une série d'animaux, de plantes ne peuvent plus exister. Et à leur tour, comme les plantes ne sont plus au rendez-vous, comme les animaux, il y a une diminution des espèces, ça a comme conséquence que le réchauffement climatique augmente. Donc ce qu'on voit en matière d'environnement, c'est que tout est global et interdépendant. D'où l'utilité, évidemment, d'un pacte mondial pour l'environnement. Exactement. Et pour rester à 1,5 degré de hausse, ou au-dessous des 2 degrés, l'IPCC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, estime qu'il faut réduire nos émissions de 20 à 45% d'ici 2030 par rapport à 2010. Or, non seulement les émissions de CO2 n'ont pas baissé, mais elles s'accélèrent à un rythme alarmant. En 2018, elles ont atteint un pic avec une augmentation de 1,7%, soit 70% au-dessus des augmentations moyennes depuis 2010. Alors Laurent Fabius, quels sont les leviers économiques et politiques pour aller de l'avant ? Par exemple, comment inciter les entreprises à agir ? On parle de la taxe carbone, il y a l'idée aussi de transition juste qui est essentielle. Et plus généralement, comment renverser la vapeur et avoir des investissements qui boostent le développement durable ? Alors, je ne vais pas répondre en 2 minutes à une question aussi large, mais je peux donner quelques pistes. Vous avez parlé des financements, c'est vrai, et des entreprises. La plupart des spécialistes s'accordent à dire que si on veut éviter des émissions de carbone, il faut donner un prix au carbone. Parce que le drame, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si vous utilisez beaucoup de charbon, qui est très polluant, eh bien, les pollutions qui sont occasionnées par le charbon n'entrent pas dans les prix. Donc, si on veut utiliser moins de carbone, il faut donner un prix au carbone. Ça, c'est un point très important. Pas facile, on l'a vu en France avec la question des gilets jaunes, puisque quand on taxe le carbone, les prix augmentent. Et pour les populations, soit qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, soit qui n'ont pas de moyens de transport alternatifs, c'est très pénalisant. Donc il faut favoriser ce qu'on appelle une transition juste, c'est-à-dire que les régions pénalisées par un changement ou les catégories de population pénalisées par une taxe carbone puissent être aidées. De la même façon, pour les entreprises, des calculs très nombreux ont été faits qui montrent que, bien sûr, si on s'oriente comme il faut le faire vers une lutte contre le réchauffement climatique, il y aura un certain nombre d'emplois qui seront touchés. Mais en même temps, la nouvelle économie, ce qu'on appelle les emplois verts, vont se développer par centaines et centaines de milliers. Et là est l'économie du futur. Donc beaucoup d'entreprises, petites, moyennes et grandes, comprennent qu'il ne faut pas avoir une politique de l'autruche, il faut au contraire anticiper, accompagner cette lutte contre le réchauffement climatique et que non seulement c'est socialement nécessaire, mais financièrement, c'est ce qu'il faut faire. Certains disent que décarboner, c'est décroître. D'autres pensent le contraire. Est-ce qu'il faut choisir entre écologie et croissance ? Je ne crois pas. Je crois que ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y aura une modification importante dans nos modes de développement. Ça, c'est sûr. Vous le voyez dans le modèle agricole, dans la façon de se nourrir, dans la façon d'utiliser les transports, dans la façon de se chauffer, dans la façon de bâtir nos villes. Tout ça, c'est un mode de développement. Et le mode de développement sur lequel nous avons bâti notre croissance a des incidences négatives. Et donc, ce mode de développement doit être modifié. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va aller vers une décroissance ? Je pense qu'on peut tout à fait concevoir un mode de développement différent qui permette à la fois un élargissement des richesses et en même temps un respect de la nature.
Oui, et les populations et les pays les plus vulnérables seront sans doute les plus durement touchés Oui. par les effets du changement climatique. Quel rôle, à votre avis, peut avoir la coopération au développement dans la grande transition que le monde doit accomplir et qui doit toucher tous les secteurs ? Peut-on passer de la coopération au développement à la coopération au développement durable ? Et je vais juste donner peut-être un chiffre. De 2016 à 2017, le financement public au développement était lié aux énergies fossiles à hauteur de 3,9 milliards de dollars, ce qui est énorme. Oui, là aussi, vous avez raison. D'abord, vous avez parlé tout à l'heure de transition juste. C'est un concept très important et il faut bien comprendre que les pays les plus précaires ou les populations les plus précaires risquent d'être les plus directement impactés par le réchauffement climatique. Prenons l'exemple de la plupart des pays africains. D'une part, ils n'émettent très peu de CO2, mais en revanche, ce sont les plus victimes du réchauffement climatique. Et ils n'ont pas toujours, loin de là, les ressources financières ou technologiques pour faciliter cette lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, il faut les aider financièrement et technologiquement. C'est ce qu'on appelle la transition juste. La transition doit être juste pour les populations à l'intérieur des pays développés et à l'intérieur des pays en développement. Et il y a toute une série de régions qu'il faut aider. Donc, ça signifie une nouvelle conception de l'appui au développement. Et c'est tout à fait vrai, c'est une des recommandations qui sont faites notamment par l'OCDE, à juste titre, que lorsqu'on subventionne les énergies fossiles, finalement, on fait un double mauvais calcul. D'une part, ça coûte beaucoup d'argent, et d'autre part, ça pollue énormément. Et ça coûte beaucoup d'argent à qui ? Ça coûte beaucoup d'argent aux populations qui sont les victimes de cette pollution. Et donc, il faut, autant qu'on le peut, remplacer ces subventions aux énergies fossiles par des appuis financiers aux énergies renouvelables et au développement. Oui, des changements s'imposent. Et dans nos mesures, est-ce qu'il ne faut pas aussi aller au-delà du fameux PIB, le produit intérieur brut, et inclure plus explicitement le capital environnemental et social dans ces mesures ? Bien sûr, c'est un vieux débat, mais qui a d'autant plus d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart de nos indices, que ce soit les indicateurs internationaux ou nationaux, ont une vision assez fruste de la croissance. Par exemple, s'il y a beaucoup d'encombrements dans les rues des grandes villes, eh bien, quand les voitures sont à l'arrêt tout en continuant pour leur moteur à tourner, ça enrichit la croissance. Non, ça n'enrichit pas la croissance. Ça enrichit l'indice actuel de la croissance, mais pas la croissance. Et donc, il faut se tourner vers un mode de vie plus qualitatif et des indicateurs qui prennent en compte cette dimension qualitative. Beaucoup de pays sont en train d'élaborer des budgets verts, c'est-à-dire que dans le budget, la loi de finances de chaque année, ils font apparaître en quoi les décisions budgétaires ont des conséquences positives ou négatives sur la croissance verte. Et je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Alors, dans les pays de l'OCDE et les BRICS, la pollution de l'air due au transport routier a déjà fait plus de 3 millions de morts en 2015. Et on voit qu'on est en train d'hypothéquer l'avenir et qu'on arrive aussi à peut-être des points de basculement, des points de non-retour dans nos écosystèmes. On voit que les jeunes, et notamment avec Greta Thunberg, se mobilisent et demandent des comptes aux adultes qui sont aux commandes. Et nous disent le monde ne peut plus attendre. Que pensez-vous de leur action ? Alors, deux choses dans la question que vous posez. D'une part, c'est vrai qu'il nous faut modifier notamment nos modes de transport. C'est toute la question des modes doux de transport, des véhicules électriques, etc. Parce que c'est vrai que les modes de transport actuels souvent fonctionnent à partir des énergies fossiles. En ce qui concerne la mobilisation des jeunes, elle est impressionnante et elle est très significative. Et bien sûr, certaines formes sont parfois critiquées. Mais moi, je crois qu'il faut regarder l'essentiel, qui est que les jeunes ont bien compris que si on continuait sur la pente actuelle du réchauffement climatique notamment, c'est la vie de centaines de millions de personnes sur la planète qui serait rendue impossible. Et compte tenu de leur jeune âge, ils sont encore plus sensibles que les adultes. Mais ils sensibilisent les adultes, leurs parents, leurs grands-parents. Et donc, au total, je pense que la mobilisation de ces jeunes
est positive. Alors j'entends des critiques qui sont faites sur telle ou telle expression utilisée par tel ou tel. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. La réalité, c'est que les jeunes fournissent une alerte qui est extrêmement utile. Quel est, à votre avis, le rôle que peut jouer l'OCDE pour aider le monde à aller de l'avant ? L'OCDE joue déjà un rôle considérable. Vous parliez au début de notre entretien de la COP21 en 2015. J'avais souhaité qu'à l'époque, l'OCDE fasse une étude précise sur les financements des pays riches vers les pays en développement. Parce que cette question des financements était une espèce d'épée de Damoclès qui pesait sur la COP21. L'OCDE a fait cette étude et ça a été extrêmement utile pour le succès de la COP21. Maintenant, vous parlez aussi du Pacte mondial pour l'environnement. Je pense que ce serait extrêmement intéressant que l'OCDE étudie quelles sont les conséquences économiques des dispositions du pacte, quelle que soit la forme juridique que celui-ci prendra, et de montrer ainsi, tout au moins c'est ce que je pressens, que non seulement il faut opérer cette mutation, mais qu'économiquement, elle est très très bénéfique. Et puis l'OCDE travaille aussi beaucoup sur la relation entre croissance, développement et les modalités du développement, et il le fait d'une façon qui est extrêmement précieuse. On a parlé beaucoup dans notre entretien des questions d'environnement. Les questions d'environnement ne s'arrêtent pas aux frontières. Et quand les problèmes sont globaux, mondiaux, les réponses doivent être globales, mondiales. Je crois qu'il est très important qu'un organisme comme celui-ci, doté d'un grand prestige, reconnu quasiment partout, puisse dire voilà les directions qu'il faut suivre, voilà les périls à éviter et voilà les outils qui sont disponibles. En conclusion, Laurent Fabius, si vous pouviez adresser quelques mots aux citoyens, aux entreprises et au gouvernement, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Sur le sujet que nous avons traité, c'est-à-dire l'environnement et l'urgence climatique, je dirais ceci. On me demande souvent si je suis pessimiste ou optimiste. Je réponds, je suis volontariste. Nous n'avons pas le choix. Et il faut agir, et il faut agir vite. Parce que si l'on renvoie à plus tard, ce sera trop tard. Merci beaucoup Laurent Fabius. Chers auditeurs, pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la page de l'OCDE sur le changement climatique. Vous la trouverez à oecd.org/fr/env/cc. Je suis Anne-Lise Prigent. Merci d'écouter les podcasts de l'OCDE.